Bonjour tout le monde, c'est Pamela, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début de mois de décembre. Alors, ici, si vous suivez un petit peu l'actualité, vous avez peut-être appris qu'hier soir, à peu près vers 23h15, il y a eu un gros tremblement de terre ici dans le nord du Japon, en fait, dans la région de Aomori, donc c'est pas très très loin d'ici. Puisque moi j'habite dans le sud de Hokkaido, donc c'est à quelques heures d'ici. C'est arrivé à 23h15, je dormais et j'ai été réveillée, je pense, à la fois par l'alerte du téléphone et par le début de la secousse en fait. Bon, c'est pas quelque chose qui est totalement inhabituel, donc le temps que je me réveille déjà, que je me dise ok bon c'est un tremblement de terre, voilà. Le temps que je sois bien réveillée, ça va être terminé. Pas du tout, c'était pas du tout terminé. Plus ça allait, plus ça tremblait et ça a duré vraiment longtemps. Je dirais que ça a peut-être duré 30 secondes. Alors ça paraît pas grand chose, 30 secondes comme ça, mais croyez-moi, quand ça tremble de partout, ça vous paraît très très long. Et surtout, vous vous demandez quand est-ce que ça va finir, est-ce que ça va encore augmenter d'intensité, voilà, qu'est-ce qui va se passer. Et donc, j'ai pas eu le réflexe de filmer. Il y a des gens qui ont le réflexe tout de suite de sortir leur téléphone et de filmer quand il y a une catastrophe comme ça qui arrive. C'est pas du tout mon cas, en fait. J'ai l'impression que j'ai plus de cerveau, en fait. Je deviens un animal et tout est concentré vraiment au niveau physique. Et voilà, j'avais pas aucune réaction, mais j'étais prête à, ok, il faut que je fasse quoi là? Donc j'ai commencé à m'asseoir sur mon lit, ok, à mettre mes chaussons, parce que si jamais il y a des vitres qui se brisent, il faut pas se blesser les pieds, voilà, des trucs comme ça, quoi, un petit peu des réflexes de protection. Et puis, quand ça s'est terminé, en fait, je suis descendue pour allumer la télévision, pour voir où avait lieu ce tremblement de terre exactement. Et donc, bon, c'est là que j'ai su que c'était dans Aomori. Et j'ai téléphoné aussi après à mon mari qui est actuellement en déplacement à Tokyo. Et donc il m'a dit oui, effectivement, nous aussi à Tokyo, on a senti le tremblement de terre. Et donc lui aussi avait la télé allumée et à ce moment-là c'était voilà, c'est reparti, ça a sonné, tous les bandeaux rouges sur la télé fuyaient immédiatement, rappelez-vous de la catastrophe du 11 mars, voilà, il y a une alerte au tsunami en fait. Alors, ici moi dans ma partie de Hokkaido, c'était pas alerte, c'était plutôt je sais pas comment on dit, veille ou vigilance par rapport au tsunami. Donc on s'attendait un maximum à une vague de 1 mètre qui aurait pu déferler en fait ici. Et je crois qu'il n'y a pas eu grand chose finalement ici, heureusement. Et ouais voilà, donc j'ai eu un petit peu de mal à me remettre au lit après ça parce que je ne savais pas trop ce que je devais faire. Je suis pas dans une zone de la ville qui est à risque, j'habite pas proche de la mer, donc ça va, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même pas très rassurant de se dire, bon, je vais me coucher et puis on verra bien ce qu'il adviendra. Donc, surtout qu'il y avait toutes les sirènes aussi qui sonnaient à l'extérieur pour prévenir de l'arrivée d'un tsunami. Donc, dans ces conditions-là, c'est un petit peu difficile de se remettre au lit. Donc, j'ai dû rester éveillée, je pense, jusqu'à minuit et demi à peu près, puis j'ai décidé que bon, j'étais fatiguée et puis que bon, il n'y avait absolument rien qui était arrivé dans ma ville, donc je me suis recouchée en me disant quand même c'est complètement idiot, voilà, que ce serait con de mourir noyée pendant mon sommeil. Et puis je me suis réveillée à 4h du matin à une nouvelle secousse, ça avait encore tremblé. Et là, ma première pensée, ça a été, bon, bah déjà, je suis pas morte noyée, je suis encore vivante. Bon, la secousse de 4 heures a été vraiment pas très forte et puis elle s'est arrêtée très vite. Donc, je me suis rendormie aussitôt.
Et puis, je me suis levée comme d'habitude à 5h30. Alors, complètement dans le pâté, par contre, comme si j'avais fait la bringue toute la nuit. J'étais vraiment claquée, quoi. Et il y a une autre secousse ce matin, c'était quand même assez fort. Et un petit peu avant 7h, je crois. Et une autre un petit peu après 7h aussi. Et une autre ce matin à 9h que j'ai absolument pas senti, mais j'étais en course et mes élèves qui me disent « Ah, ça tremble et tout ». Moi, je n'ai pas rendu compte de celle-là par contre. Donc voilà, c'était assez folklorique cette nuit, donc je suis fatiguée là. Mais je voulais vraiment faire cette vidéo parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Et je voulais vous présenter 3 romans que j'ai lus tout récemment. Alors, je change de sujet, j'en arrive à la lecture. Je vais vous parler aujourd'hui de Replay de Ken Grimwood, c'est un auteur américain. Un polar québécois, Proie, c'est signé André A. Michaud. Et un grand classique, Sa Majesté des Mouches de William Golding. Donc, je vous parle en détail de ces 3 romans dès maintenant. Replay raconte l'histoire de Jeff Winston, un homme de 43 ans qui mène une vie professionnelle médiocre et une vie personnelle également médiocre. Ça va pas très bien avec sa femme, et d'ailleurs c'est avec elle qu'il est au téléphone en train d'échanger des banalités quand il est pris d'une douleur à la poitrine et qu'il décède d'une crise cardiaque. Sauf que c'est pas fini pour Jeff, puisqu'il va se réveiller en 1963 dans sa chambre d'étudiant. Et il se retrouve dans son corps de ses 18 ans, sauf que son esprit est resté le même et il se souvient de absolument tout ce qu'il a vécu. Et il décide alors, passer la surprise, de mettre en fait cette chance qui lui est donnée à profit pour tenter d'améliorer sa vie. Et donc, il va utiliser dans un premier temps tout ce dont il se souvient pour faire différents paris sportifs et engranger de l'argent. Et puis ça marche, donc il se fait pas mal de thunes. Et puis il monte une entreprise. Il parie en bourse, il connaît un petit peu l'évolution de la situation à partir des années 60 jusqu'aux années 80. Donc il sait très bien quel titre acheter. Et puis il commence à fréquenter une femme plutôt séduisante qu'il a rencontrée dans un hôtel. Donc, niveau professionnel, niveau sentimental, pas vraiment. Niveau professionnel, ça s'est amélioré pour lui. Il a une belle conjointe, une belle copine, mais bon, il n'est pas très heureux, Jeff, finalement, de sa vie. Et il décide alors de retrouver celle qui était devenue sa femme dans sa vie précédente. Sauf que la façon dont il l'aborde ne lui plaît pas à elle, et elle l'envoie balader. Donc Jeff se retrouve gros gens comme devant, il n'a pas réussi à reconquérir celle que d'après lui il aime vraiment. Et écoute, il décide d'en prendre son parti, il fait un mariage de raison. Et puis de cette union va naître une petite fille. C'est son premier enfant parce que dans sa vie précédente, il n'avait pas pu en avoir. Donc il est vraiment très heureux d'avoir cet enfant, si vous voulez. Il n'est pas forcément hyper heureux avec sa femme, mais l'enfant, c'est vraiment pour lui un véritable trésor. Jusqu'à ce qu'à la date fatidique du 18 octobre 1988, Jeff décède à nouveau d'une crise cardiaque et qu'il se réveille à nouveau étudiant en 1963. Voilà, donc je vous en dis pas plus, je vous ai raconté le premier replay de Jeff, et il y en a beaucoup d'autres à suivre dans le roman. Alors moi j'ai trouvé ce roman tout simplement génial, j'ai vraiment adoré ce roman, j'ai trouvé ça super original parce que à chaque replay de Jeff, il y a des éléments nouveaux
qui apparaissent et qui sont très très bien pensés, voilà, qui font avancer l'histoire. C'est pas seulement une succession de replays où on aurait un mec qui essaierait de faire différentes choses, de tenter différentes expériences. Non, on a vraiment des éléments nouveaux qui se mettent en place et qui font progresser le récit. D'ailleurs, le premier replay, je vous l'ai raconté en intégralité, c'est pas du tout le plus intéressant de tous les replays là, puisque on a un mec voilà, qui se dit ouais, je vais profiter de la situation, je vais devenir riche, je vais me taper des belles poupées, etc. etc. Bon, ça c'est pas vraiment le replay le plus original, mais tous ceux qui viennent après, ils sont vraiment super bien. Et puis quand même ce premier replay, il a certains côtés intéressants par rapport à ce qui va se passer par la suite. Pour moi, ce roman, ça est vraiment une réflexion en fait pertinente sur ce qu'on décide de faire de nos vies, sur le temps perdu qui ne revient pas, sur toutes ces décisions que l'on prend, ou plutôt toutes ces décisions que l'on ne prend pas, que ce soit par peur, par lâcheté, ou tout simplement par habitude, pas spécialement avoir envie de changer. Et en gros, je dirais que le message de ce roman, c'est vivez votre vie à fond, vous n'en avez qu'une seule, franchement, bordel, profitez-en, faites ce que vous avez envie, faites ce que vous aimez, n'ayez pas de regrets. Donc, en conclusion, j'ai vraiment adoré ce roman. C'est un roman qui a un certain âge quand même, il date de 1986, donc il a bientôt 40 ans, donc il y a des passages qui sont un petit peu datés, mais la réflexion reste tout de même très pertinente quant à ce qu'on en fait de nos vies. Donc je vous le conseille, ça se lit très facilement, c'est super intéressant, c'est très bien pensé, très bien écrit. Je pense que je vais peut-être me le relire en fait même pendant mes vacances de Noël parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Passons maintenant la frontière américaine pour nous rendre au Canada et plus précisément au Québec avec ce roman d'André Amichaud qui s'appelle Proie. Judith, Abigail et Alexandre ont décidé d'aller camper sur les bords de la rivière Brûlée. Très vite, les trois adolescents sentent qu'on les épie. Alors, qu'est-ce que ça peut être cette chose qui les épie? Est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est Blanche, le fantôme qui a terrorisé Alexandre dans son enfance? Ou, pire encore, est-ce que ça pourrait être un être humain mal intentionné? Voilà. Donc, ils ont un petit peu peur, mais bon, voilà, ça reste quand même assez... c'est pas tellement concret comme peur. Et donc... ils décident de rester là. Et puis, un jour qu'ils sont allés se promener en forêt, quand ils reviennent sur leur campement, les trois jeunes se rendent compte que quelqu'un est venu en fait sur leur campement et a touché à certaines choses. Donc là, ils en sont sûrs, c'est un être humain en fait qui s'amuse avec eux, qui s'amuse à leur faire peur. Et là, ils entament une discussion à savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce que on doit abréger notre séjour et rentrer chez nous ou est-ce qu'on reste jusqu'à la date qu'on a prévu de rester, encore une journée ou encore 2 jours. Il ne reste pas très longtemps. Et puis, ce sont des adolescents, donc ils se disent oui, mais si on part, nos parents vont encore nous dire voilà, je te l'avais dit, t'es pas assez mûr, t'es pas prêt pour faire ça tout seul, etc. Et ils n'ont pas envie d'entendre ce discours-là, donc ils décident de rester jusqu'au terme de leur séjour. Et malheureusement, c'est la mauvaise décision qu'ils ont prise, puisqu'un beau matin, alors qu'ils sortent de leur tente, ils trouvent un homme armé d'un fusil qui les attend. Cet homme, c'est un chasseur, et ces trois jeunes, Judith, Abigail et Alexandre, ce seront ses proies. Il les envoie courir dans la forêt, et puis lui, il leur court après avec son fusil pour les chasser. Pendant ce temps, au village, les habitants se préparent pour la foire agricole annuelle. Et puis, donc, ils organisent tout, ils montent les tentes, ils installent la sono, etc., etc. Alors, il y a la mère d'Abigail et le père de Judith qui participent à ces préparatifs, comme ils le font tous les ans. Sauf que ils ont comme un mauvais pressentiment, les deux.
sans que ce soit... C'est vraiment très très confus, c'est très diffus, c'est pas quelque chose de concret, encore une fois. Un peu comme leurs enfants avec leurs pressentiments sur le campement. Eux aussi sentent qu'il y a quelque chose qui cloche. Et d'ailleurs, le père de Judith, qui avait conduit les 3 jeunes sur leur campement, se demande s'il ne devrait pas aller les chercher plus tôt que prévu. Et puis, il a un petit peu la même réaction que celle de sa fille, en se disant « Ben non, si j'arrive trop tôt, ils vont m'en vouloir, ils vont dire que je leur fais pas confiance, voilà, faut les laisser, etc. etc. » Et là encore, c'est la mauvaise décision, parce que s'il était parti plus tôt, comme son instinct, comme son intuition le lui commandait, le drame ne serait pas arrivé. Dans le village, il y a aussi une autre personne qui a un mauvais pressentiment. C'est un homme qui s'appelle Rick Nantel. Son mauvais pressentiment à lui, c'est parce qu'il n'arrive pas à joindre son frère, qui est une machine à conneries. Et ne pas réussir à le joindre alors que la fête annuelle du village va avoir lieu, pour lui, c'est pas tellement normal et il est persuadé que son frère est en train de commettre une grosse connerie. Voilà, donc je vous en dis pas plus, je vous laisse le suspense. D'ailleurs, du suspense, il y en a vraiment beaucoup dans ce roman, beaucoup de rythme aussi, beaucoup de tension. On se demande vraiment tout le temps que dure la traque dans la forêt, qui va mourir, lequel des 3 adolescents va mourir, ou lesquels, est-ce qu'ils vont tous mourir, on se demande aussi s'ils vont tous survivre, on ne sait pas trop. Et voilà, donc il y a vraiment beaucoup de tension, mais en même temps, dans son récit, l'autrice a inséré des descriptions très subtiles et très poétiques de la nature, de la forêt particulièrement, et j'ai trouvé que ça s'insérait très bien dans le récit. Ça ne coupe absolument pas le rythme du récit, bien au contraire, ça nous permet à nous lecteurs de nous reposer, de rendre à notre cœur un rythme un peu plus normal, et vraiment c'est très bien monté. Le décor est original aussi, on a un petit village du Québec, donc ça change de tous les polars qui vont se dérouler dans les villes. Là on est vraiment dans la nature. Aussi l'autrice a choisi de dérouler son histoire en été, donc j'ai trouvé ça aussi vraiment très original, puisque ça aurait été facile un petit peu pour elle de surfer sur la vague des polars venus du froid et de nous mettre son histoire en hiver. Non, là c'est en été, donc ça donne une autre ambiance, et ouais, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et puis c'est quelqu'un aussi qui écrit vraiment très bien, donc il y a vraiment une très bonne balance entre le rythme, entre le choix des mots qui est en même temps très poétique. Elle nous raconte une histoire moche, mais en même temps elle le fait de façon très belle. Et puis il y a toutes ces expressions québécoises. Moi j'ai habité au Québec pendant 6 ans. Donc j'ai eu plaisir à retrouver dans la bouche de tous ces personnages. Voilà. Alors, aussi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la construction narrative originale. Si vous voulez, dans un polar, en général, on a découverte du cadavre, enquête, souvent on se focalise sur les enquêteurs plutôt que sur les victimes, et puis résolution, bravo, voilà, c'est terminé. Non, là, c'est pas comme ça du tout. Dès le départ, on connaît le méchant, il y a un personnage qui sait qu'il est le méchant, il y en a un autre qui a de forts doutes, un autre et des autres qui ont de forts doutes sur cet homme-là. On va suivre le survivant ou la survivante ou les survivants après la traque dans la forêt, après cette expérience traumatisante. On a en fait une histoire qui continue après l'histoire, et ça j'ai trouvé vraiment ça très original et très bien mené. Donc si vous avez envie de lire un bon polar avec beaucoup de suspense, un polar original, je vous conseille très fortement ce roman d'Andrea Michaud, ça s'appelle Proie. Pour terminer cette vidéo, je vous parle d'un grand classique, Sa Majesté des Mouches de William Golding, prix Nobel de littérature. C'est un roman qui date de 1954.
L'histoire commence avec un avion qui transporte de jeunes garçons anglais. On est pendant une guerre, c'est pas précisé laquelle. Et cet avion s'écrase sur une île déserte, tuant tous les adultes qui étaient à bord. Seuls les enfants ont survécu. Alors, ils vont devoir organiser leur vie sur l'île. C'est ce que d'ailleurs tentent de faire les plus âgés des garçons. Et puis très rapidement, c'est le charismatique Ralph qui est élu leader du groupe. Et la vie du groupe tourne vraiment autour de ce que lui veut et tout le monde doit lui obéir en absolument tout. Alors, Ralph, il tente d'organiser la vie sur l'île, mais les enfants qui sont libérés de la tutelle des adultes, eux, ils pensent plutôt qu'à s'amuser, ils ne sont pas vraiment très disciplinés. Et puis, d'ailleurs, les arguments plutôt rationnels de Ralph qui pense à moyen, à long terme à l'organisation de leur survie, ça les gave un petit peu d'ailleurs. Ce que Ralph veut faire, par exemple, c'est construire des cabanes pour se protéger des aléas climatiques, des animaux, aussi entretenir un feu et donc organiser des tours de garde dans l'espoir que ce feu soit aperçu par un bateau qui croiserait au large de l'île. Et puis ça, les enfants, ça les intéresse pas trop, ça les gave un petit peu. Et on a là encore très rapidement un autre leader qui va émerger en la personne de Jack, qui est le chef de la chorale et qui lui va être plutôt dans l'organisation survie à court terme. Son truc à lui, c'est la chasse. Voilà, pour lui, il faut bouffer de la viande, il faut chasser les cochons qui sont sur l'île. Voilà, on y va. Et y a pas mal finalement de gens qui vont se rallier à Jack. Et puis Ralph, avec ses arguments... Ça tremble un peu là. Non, je pense que c'est bon. Ralph, avec ses arguments rationnels, ça va les gaver encore plus. Voilà. Et finalement, il y a une certaine violence qui s'installe sur l'île, dans le groupe. Voilà, c'est en gros le meilleur résumé que j'ai pu faire de ce roman qui, je dois vous l'avouer, ne m'a pas trop emballé, surtout comparé aux deux autres. Disons que je n'ai pas ressenti grand-chose. Je pense que ça tremblote en fait. Ok, non, c'est bon. Vous savez, quand vous avez, après avoir eu plusieurs tremblements de terre, vous en sentez tout le temps. Il suffit qu'il y ait un camion qui passe et que ça fasse un peu trembler les murs de la maison. Vous pensez que c'est un tremblement de terre. Non, mais je pense que ça va. Ok. Donc, je reviens à mon roman, qui ne m'a pas fait ressentir grand-chose, lui, si ce n'est de l'ennui. Parce que la 4e de couverture nous vend ça, je vous cite, comme un grand roman d'aventure, mais surtout un magnifique roman d'apprentissage de la vie en société avec ses règles et ses cruautés. Alors en guise de roman d'aventure, moi j'ai pas vu grand chose, il se passe pas grand chose effectivement sur l'île. En gros, les enfants vont se baigner, ils tiennent conciliabule sur la plage, enfin c'est surtout Ralph qui parle, et rien de concret ne découle de leur discussion. Donc, ils retournent se baigner, après, ils vont se gaver de fruits, et puis, ils vont avoir la diarrhée, et puis, ils vont aller se coucher, et puis, ils vont avoir peur des bruits de l'île la nuit, surtout les enfants les plus petits, et rebelote le lendemain. Donc, voilà, en termes d'aventure, ce qui se passe. Et le tout est entrecoupé d'interminables descriptions de la jungle et de la plage. Si Andrea Michaud a bien réussi à intégrer en fait les descriptions de la scène de son roman dans son récit. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment pas le cas. Ça coupait le rythme du récit, déjà qu'il se passe pas grand chose. C'était vraiment du superflu. Parce que en plus, c'était souvent redondant. On avait toujours affaire aux mêmes descriptions. Malgré un style qui reste quand même agréable. Et c'est pour ça que c'est un petit peu dommage, ça donne une sensation de gâchis. Il y a le problème aussi, c'est peut-être ça qui m'a le plus dérangé, des enfants. Voilà, les enfants, pour moi,
ils se comportent pas vraiment comme des enfants. Ils ne parlent pas non plus comme des enfants et tout ça fait que ça sonne un peu faux en fait, voilà. Et quant à la cruauté dont on nous parle, de l'apprentissage de la vie en société, ces règles et ces cruautés-là, cette cruauté-là, en fait, elle est présentée vraiment de façon confuse, ce qui fait qu'on n'est vraiment pas sûr, en fait, de ce qu'on est en train de lire. On ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Et c'était... quand on comprend pas ce qui se passe, c'est pas tellement intéressant, quoi. Ça tombe à plat. Enfin, voilà, pour moi, c'est tombé à plat. Et du coup, j'ai pas du tout compris l'engouement autour de ce roman. J'ai vu aussi qu'on le faisait lire à des élèves de 5e. Bon, c'est pas au niveau de la violence que ça me choque particulièrement. Il suffit d'ouvrir un journal pour voir des choses beaucoup plus cruelles que dans ce livre-là. C'est plutôt... putain, mais ils doivent se faire chier, les pauvres gamins, à lire un roman comme ça, quoi. Ah oui, non, c'est... Ouais, non, ça m'a... J'ai trouvé ça très long et ennuyeux, vraiment. Là, Ouais, non, j'ai pas du tout accroché à ce roman, malheureusement. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'ai pu vous présenter les 3 romans que je voulais vous présenter depuis un petit moment déjà. En termes de lecture actuellement, j'ai terminé hier soir ce joli pavé, La foire aux vanités de Thackeray. Je pense que son nom c'est William. Oui, William. Et j'étais super heureuse en me couchant hier soir de l'avoir terminé. Je me suis dit, j'ai enfin fini plus de 1000 pages. Et je vais bien dormir, c'est ce que je me suis dit. Et voilà, j'ai dû bien dormir pendant 1 heure avant de me faire secouer les puces. Du coup là, vu que j'ai fini ce roman qui était quand même assez conséquent, je vais me lancer, je pense, dans un truc un petit peu plus, léger, facile à lire, histoire de changer d'ambiance et de me reposer un petit peu avant d'entamer des nouvelles lectures un petit peu plus complexes. Et vous, alors qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Parlez-moi de tout ça, laissez-moi un petit commentaire. Également, si vous avez lu un des livres que j'ai présenté dans cette vidéo, n'hésitez pas à partager votre avis, qu'il soit le même que le mien ou différent. Voilà, je suis ouverte à tous les avis. Franchement, tout le monde a ses goûts et ses raisons d'aimer ou de ne pas aimer certains romans. Vous gênez pas, si moi j'ai trouvé un truc super, vous l'avez trouvé nul, ou l'inverse, n'hésitez pas à me le dire. J'espère pouvoir vous faire une dernière vidéo avant la fin de l'année, justement pour vous présenter La foire aux vanités, ainsi que 2 autres romans. J'ai un Margaret Atwood dont j'aimerais vous parler aussi. Et puis, voilà, j'espère vraiment pouvoir faire ça avant la fin de l'année. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Matane!